Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je tiens d'expliquer le reste des étapes et des phases de l'inflammation aiguë. Et je commence par la phase cellulaire. Donc, la phase cellulaire consiste à recruter toutes les cellules leucocytaires nécessaires pour l'élimination et le nettoyage de sites inflammatoires vis-à-vis l'agent pathogène ou l'antigène d'une façon générale. Donc, au cours de cette phase, on observe tous les phénomènes qui s'associent avec l'activation des cellules leucocytaires et l'infiltration de sites agressés ou de sites lésés de ces cellules immunitaires leucocytaires, généralement phagocytaires. Donc cette phase regroupe plusieurs étapes, plusieurs phénomènes, essentiellement la vasodilatation comme une première phase. Deuxièmement, le chémiotactisme. Troisièmement, la phagocytose. Quatrièmement, la flambée respiratoire. Et finalement, la libération ou le relargage d'un grand nombre des médiateurs pro-inflammatoires au niveau de sites lésés. Donc, on commence par l'extravasation. Qu'est-ce que ça veut dire, extravasation? Donc, extra, c'est-à-dire vers l'extérieur, et vasation, c'est par rapport, bien sûr, l'endothélium vasculaire ou bien les capillaires sanguins ou les vaisseaux sanguins. Donc, l'extravasation, en réalité, c'est le processus au cours duquel une cellule immunitaire leucocytaire circulatoire va quitter la circulation sanguine, s'adhère au cytale, donc au cours d'une margination à l'endothélium vasculaire pour faciliter finalement son recrutement ou son déplacement à travers les cellules endothéliales. Donc, c'est le phénomène d'échappement des leucocytes à partir de la circulation sanguine pour gagner finalement le liquide interstitiel. Le but final, bien sûr, c'est pour gagner le site agressé ou ayant l'agent pathogène à phagocyte. Donc, c'est ça le sens général ou la signification générale du terme extravasation. Donc, avant d'expliquer les étapes de l'extravasation ou comment les cellules leucocytaires vont infiltrer les tissus lésés, vont quitter la circulation sanguine pour gagner finalement le site agressé, il faut comprendre bien que tous ces phénomènes sont induits également sur l'action des substances vasoactives et des substances chimio-attractantes. Donc, l'origine de toutes ces substances, bien sûr, c'est le foyer inflammatoire ou bien le site inflammatoire. Donc, je vais répéter presque la même liste des molécules qui ont le pouvoir de guider, d'orienter ou de contrôler, si vous voulez, la migration des cellules. Donc, à partir de la circulation sanguine au niveau d'un capillaire sanguin très proche du site agressé vers ce site. Donc, je vais citer l'histamine, la sérotonine, les prostaglandines leucotériennes, les interleukines, essentiellement l'interleukine 1, l'interleukine 8, 6 et même le facteur de nécrose TNF-alpha. Comme je vais citer également la bradykinin, la fibrinopeptide et les fragments anaphylatoxiques. Donc, toutes ces substances presque ont un pouvoir donc de guider ou de contrôler la migration et le déplacement des cellules leucocytaires de la circulation sanguine vers le site lésé ou vers le foyer inflammatoire, mais essentiellement les chymokines et les interleukines. Donc, concernant l'extravasation, donc pour le phénomène d'échappement des cellules leucocytaires à partir de la circulation sanguine ou à partir du courant sanguin. Donc, ce processus se commence par l'activation de ce qu'on appelle un mouvement de roulement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les leucocytes font un mouvement de roulement sur elles-mêmes. Ces cellules font un mouvement de roulement sur elles-mêmes pour minimiser ou pour réduire ou pour diminuer leur vitesse. C'est pour changer donc leur vitesse, c'est pour abaisser, c'est pour diminuer leur vitesse. Donc, ces réactions ou bien ces mouvements de roulement se déroulent grâce à l'établissement déjà
les liaisons à faible affinité entre les cellules leucocytaires, comme par exemple les neutrophiles, avec l'endothélium vasculaire, avec donc les cellules endothéliales. C'est des liaisons à faible affinité s'établit entre la cellule leucocytaire et les cellules endothéliales. Donc cela a un effet direct sur la vitesse de d'écoulement ou la vitesse de mouvement de la cellule leucocytaire, par exemple les neutrophiles. Parmi les molécules qui vont participer dans l'établissement de ce type d'interactions entre les deux cellules, les deux partenaires, c'est-à-dire les neutrophiles d'un côté et l'endothélium vasculaire ou les cellules endothéliales de l'autre côté, donc c'est les molécules d'adhérence de type ou de ce classe sélectine. Le E-sélectine et le P-sélectine. Ça, c'est de la part de la cellule endothéliale. C'est-à-dire que cette cellule endothéliale doit exprimer à sa surface les molécules d'adhérence, les molécules responsables d'adhésion ou de cohésion cellulaire de type sélectine. Les sélectines trouvent leur ligand au niveau de la membrane, au niveau de la surface de la cellule leucocytaire, se forment des polysaccharides de mucine. Donc, le ligand, c'est les polysaccharides ou les mucines polysaccharides. Par exemple, les molécules ou les résidus PSGL, donc qui s'appellent également les résidus donc de Lewis, les résidus S-Lewis X. Donc l'essentiel c'est que s'ayant un grand nombre des interactions à faible affinité entre les cellules endothéliales et la cellule leucocytaire, donc cela va minimiser la vitesse d'écoulement de la cellule leucocytaire, ce qui entraîne un mouvement de roulement de la cellule sur elle-même. Donc, ça, c'est la première étape pour assurer finalement l'échappement de la cellule à partir de la circulation sanguine vers le liquide interstitiel. Et même l'expression de ces molécules d'adhérence à la surface de la cellule endothéliale, c'est l'effet de la fixation des molécules chimio-attractantes sur leur récepteur qui se trouve ici toujours, qui se trouve au niveau de la membrane des cellules endothéliales. L'étape suivante, c'est l'étape d'activation des cellules leucocytaires pour exprimer un autre type de molécules d'adhérence. Ce sont des molécules d'adhérence responsables d'établir une liaison forte entre toujours la cellule leucocytaire et les cellules endothéliales ou bien la cellule endothéliale. Ces molécules s'appellent les molécules d'intégrine. Je répète, concernant cette phase-là ou cette étape ou ce stade, donc de l'extravasation des leucocytes à partir d'une circulation sanguine, je dis que les leucocytes, pour faire vraiment un arrêt, donc pour freiner vraiment ces cellules, ont besoin d'une interaction forte maintenant. Ont besoin l'établissement, ont besoin la formation d'une liaison donc rigide, d'une liaison solide ou bien d'une liaison forte. Une liaison à forte affinité entre cette cellule leucocytaire et les cellules endothéliales. Donc, cela fait intervenir un autre type de molécules d'adhérence qui s'exprime maintenant à la fois de la membrane de deux cellules qui s'engagent dans cette liaison, les cellules leucocytaires et les cellules endothéliales. Ce type de molécules d'adhérence sont les intégrines qui se trouvent à la surface ou à la membrane de la cellule leucocytaire et qui a un ligand spécifique de type ECAM et VCAM, donc qui s'exprime maintenant à la membrane de la cellule endothéliale. C'est liant donc un établissement de ce type d'interaction, donc intégrine, ECAM, intégrine et VCAM, donc cela facilite vraiment donc le freinage ou bien l'arrêt de la cellule. Donc l'étape suivante, numéro 3, c'est l'arrêt ou la formation donc d'une liaison fermée qui conduit finalement à une adhésion fermée. C'est-à-dire que
cette cellule s'adhère complètement donc à la paroi endothéliale grâce à la présence d'une liaison covalente entre l'intégrine et les molécules CAM. Donc on a arrivé à freiner vraiment la cellule leucocytaire pour faciliter donc son passage à travers de l'endothélium vasculaire. La dernière étape, c'est la migration trans-endothéliale. Voici donc la figure 19 qui représente ces étapes donc d'extravasation, parmi lesquelles la migration trans-endothéliale, c'est-à-dire un passage à travers, trans c'est à travers, endothélial, c'est-à-dire à travers les espaces ou les jonctions formées entre les cellules endothéliales adjacentes. Donc, ce passage-là se repose bien sûr sur la formation d'un phylopode. Donc, et dans ce cas, la cellule peut-être a besoin de sécréter également des enzymes hydrolases. C'est pour dégrader les composants de la lame basale membranaire, ce qui facilite finalement donc leur passage. Donc, ces cellules vont se faufiler à travers les jonctions, donc ou les gaps, ou les lacunes, ou les espaces inter-endothéliales, donc pour gagner finalement le liquide interstitiel. Et cela donc se repose sur l'effet toujours de substances chimio-attractantes qui agissent sur leurs récepteurs spécifiques, donc trouvés au niveau de la membrane, afin de modifier, afin d'activer, si vous voulez, l'expression des molécules d'adhérence à la surface, tout d'abord des cellules endothéliales, ensuite sur les cellules leucocytaires, donc pour faciliter leur recrutement vers le site inflammatoire ou vers le site lésé. Donc ça, c'est concernant l'extravasation. نعم، بالنسبة للإكسترافازاسيون هي أول مرحلة راح تقوم بها الخلايا اللي فيها بيان سور هذه الخلايا راح ينتقلوا من مجرى الدم إلى حيث يوجد الجسم الغريب. والهدف طبعا سي القضاء على هذا الجسم. دونك لو ديبلاسمون في الحالة هذه أو الانتقال الخلايا في هذه الحالة راح ينطلق من الأوعية الدموية ليصل في النهاية إلى الموقع الموصل. ستنطلق هذه العملية لما الخلية تحاول تنقص السرعة نتاعها. دونك في حالة دونك ضعف سرعة انتقال الخلية. لإضعاف سرعة انتقال الخلية عبر الدم، الخلية دونك المناعية طبعا، دونك يجب وضع روابط. دونك هذه الروابط راح تكون روابط ضعيفة في بداية الأمر، مما يؤدي إلى حركة دوران الخلية حول نفسها عن طريق صنع روابط مع جدار الأوعية الدموية، عن طريق les mucines، donc عن طريق les سيلكتين. ثم ثانيا هذه الخلايا تقوم بوضع روابط أخرى أقوى، donc روابط أخرى شديدة عن طريق les molécules d'intégrine et leurs ligands ECAM et VCAM. في حالة حدوث هذا النوع من الروابط ما بين الخلايا المناعية وخلايا الجدار الوعائي، donc سنضمن توقف تام للخلية. Donc la cellule va s'étaler, si vous voulez, complètement sur l'endothélium vasculaire. نهاية هذه المرحلة راح يكون عن طريق عبور تام للخلية المناعية عن طريق أو عبر الخلايا المشكلة لجدار الوعاء. donc la migration trans-endothéliale. هذه الانتقال أو هذا الانتقال يعتمد على تغيير شكل الخلية. في السابق كانت الخلية على شكل دائري أو بيضاوي، donc هذه الخلية ستغير من شكلها، ستتخذ شكل متطاول عن طريق إظهار أرجل وهمية أو أرجل كاذبة. ثم الخلية ستقوم برمي كل جسمها خارج الوعاء الدموي أو خارج جهاز الدوران، donc le système circulatoire.
دونك اللي تحصل أو اللي تتحصل أخيرا على تموقع في النسيج المصاب. هذا فيما يخص المرحلة الأولى من الانتقال إلى جهة الجسم المعتدي للقضاء عليه. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de chimiotactisme. Donc, par définition, le chimiotactisme, c'est la migration des cellules donc à travers les tissus et les composants d'un tissu pour gagner finalement le site agressé. Cette migration ou ce déplacement est toujours contrôlé ou guidé ou orienté par un gradient de concentration des substances chimio-attractantes ou bien des facteurs chimiotactiques. Donc, les facteurs chimiotactiques sont sécrétés au niveau de sites inflammatoires et font agir sur l'endothélium vasculaire donc dans une étape d'extravasation. C'est pour faciliter donc l'échappement des leucocytes à partir de la circulation sanguine pour gagner finalement le liquide interstitiel. Et ensuite, ces molécules vont guider également la migration tissulaire des leucocytes donc vers le site où il y a l'agent pathogène, l'agent qui doit être finalement phagocyté pour nettoyer le tissu contre cette agression. Donc, le chimiotactisme, c'est le phénomène de migration, c'est le phénomène de déplacement de cette cellule-là. C'est via donc d'un mouvement améboïde. Au cours de ce mouvement améboïde, on observe que la cellule change toujours sa forme ou son aspect général et prend finalement la forme allongée. Donc, c'est grâce de ce qu'on appelle la réarrangement cytosquelettique. La réarrangement cytosquelettique au sein de cette cellule leucocytaire migratoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réarrangement cytosquelettique? C'est-à-dire qu'au sein de cette cellule, donc, on observe la formation ou la polymérisation des filaments d'actine. Ça s'appelle l'actine F. Donc, l'actine G se polymérise en actine F, nous donnant donc naissance des filaments ou de microfilaments à l'intérieur de la cellule, des microfilaments F intracellulaires. Maintenant, le mouvement de glissement des filaments d'actine F sur les têtes de deuxième protéine s'appelle la protéine myosine, donc conduit finalement à un changement donc de la forme ou de l'aspect général de la cellule, ce qui conduit également à l'apparition ou à la formation des phylopodes ou bien des pseudopodes. Donc, la présence des pseudopodes dans la structure ou la forme générale de cette cellule est toujours le résultat de stimulation de cette cellule sur l'action des substances chimiotactiques ou bien des substances chimioattractantes. Dans cette vidéo, je vais représenter la différence dans l'aspect cellulaire d'une cellule circulatoire. Voici la cellule circulatoire qui possède déjà une forme arrondée ou une forme sphérique dans la circulation sanguine. Maintenant, lorsque cette cellule quitte la circulation sanguine et passe dans le liquide interstitiel ou les tissus, elle va changer sa structure, elle va changer sa forme ou sa morphologie. Donc, elle prend une forme allongée. C'est grâce à la formation donc des pseudopodes donc dans le côté postérieur et antérieur. Bien sûr, la source donc essentielle de toutes les cellules leucocytaires immunitaires, c'est la moelle osseuse. Donc, maintenant, lorsque ces cellules gagnent la circulation sanguine, donc cela favorise leur recrutement lorsqu'on augmente l'adhésivité de l'endothélium vasculaire. Donc, la cellule s'étale ou s'arrête complètement sur l'endothélium vasculaire grâce à des molécules d'intégrine. Donc, pour faciliter également l'extravasation ou la migration transendothéliale, cette cellule doit sécréter également des enzymes hydrolases. C'est pour dégrader, comme je dis auparavant, les protéines de la base membranaire. Donc, ce qui facilite ou agrandir l'espace ou les jonctions transendothéliales. Voilà, cela facilite finalement l'échappement de la cellule et sa migration ou son déplacement vers le site où il y a l'agent pathogène par un mouvement améboïde.
une fois la cellule arrivée au site enflammé, elle va exercer bien sûr toutes les capacités nécessaires pour détruire, pour tuer, pour dégrader totalement l'agent pathogène. Presque le seul mode d'action qu'elle présente les cellules leucocytaires qui vont participer dans l'inflammation comme des médiateurs donc cellulaires, c'est la phagocytose. Donc, la seule, je dis, manière ou le seul mode d'action qu'elle présente les cellules inflammatoires, si vous voulez, les cellules immunitaires leucocytaires qui vont participer dans l'inflammation, c'est la phagocytose. Au cours de la phagocytose, l'agent pathogène doit être opsonisé ou entouré par les opsonies. Généralement, ce sont des fragments de systèmes compléments de type C3b, C5b ou bien des anticorps. Donc, une fois l'antigène est opsonisé, donc cela facilite bien sûr son interaction avec la membrane de la cellule phagocytaire. Donc, dans une étape, s'appelle l'étape d'adhésion. Donc, l'étape d'adhésion entre une cellule phagocytaire non spécifique et un antigène, c'est l'étape d'établissement tout d'abord d'une interaction non spécifique entre l'antigène opsonisé et la membrane de la cellule phagocytaire. Donc, cela favorise la deuxième étape qui est l'étape d'ingestion. Au cours de l'étape de l'ingestion, donc, la cellule immunitaire émet des pseudopodes autour de corps étrangers au cours, donc, d'une étape d'ingestion. C'est pour internaliser finalement, c'est pour piéger, c'est pour faire pénétrer, donc, tout le corps phagocytaire. Donc, finalement, l'antigène va être internalisé ou piégé dans une vésicule spécifique, s'appelle le phagosome. Le phagosome rayonnait également d'autres vésicules qui sont très riches en hydrolase, s'appellent les lysosomes. C'est pour former ce qu'on appelle la vésicule phagolysosome, dans laquelle on observe une dégradation globale, une dégradation totale de l'agent pathogène. Donc, et c'est cette cellule, c'est une cellule donc représentatrice d'antigènes, par exemple des macrophages. Donc, cela facilite l'utilisation de certains fragments de l'antigène comme déterminants antigéniques. Bien sûr, ces molécules vont être représentées à la surface de la cellule phagocytaire sous forme d'un complexe CMH classe 2, donc peptides antigéniques. En cas où la cellule phagocytaire est une cellule donc neutrophile, donc les cellules neutrophiles lorsque font la dégradation de l'agent pathogène, donc cela induit la voie de l'apoptose où finalement ces cellules meurent. Ça, c'est le cas des neutrophiles. Par contre, c'est la cellule phagocytaire, c'est une cellule macrophage ou même c'est une cellule dendritique, donc cela ne conduit pas à la mort de la cellule, mais cela conduit à la représentation finalement ou à l'apparaître finalement de l'agent pathogène sous forme d'un complexe CMH classe 2 peptides antigéniques en cas d'une cellule macrophage et les deux, c'est-à-dire complexe CMH classe 2 peptides antigéniques ou bien CMH classe 1 peptide antigénique en cas où cette cellule représentatrice d'antigène c'est une cellule donc dendritique. Donc, plus que ça, les cellules immunitaires phagocytaires possèdent également le pouvoir de synthétiser des espèces réactives de l'oxygène et de l'azote. Ces espèces sont donc des espèces toxiques, donc qui ne facilitent pas la dégradation de l'agent pathogène, puisque ces molécules ne sont pas des molécules cytolytiques, mais ce sont des molécules qui favorisent la neutralisation de l'agent pathogène. Qu'est-ce que ça veut dire neutralisation? C'est-à-dire la réduction de l'immunogénicité de l'antigène. Bien sûr, ces molécules sont synthétisées au sein de la cellule phagocytaire au cours de la phagocytose. Donc, ces molécules amenées finalement, donc la vésicule phagolysosome, c'est pour, bien sûr, neutraliser tout d'abord l'immunogénicité de l'agent
pathogènes. Ces molécules sont synthétisées par des enzymes spécifiques, par une famille des enzymes spécifiques s'appelle les oxydases, comme par exemple la NADPH oxydase et l'oxantine oxydase. Au cours d'un phénomène s'appelle la flambée respiratoire. Donc la flambée respiratoire, donc une capacité de certaines cellules à produire des espèces réactives de l'oxygène et de l'azote afin de neutraliser l'agent pathogène. Donc voilà une vidéo qui résume la phase cellulaire. Bien sûr, la phase cellulaire consiste à recruter les cellules immunitaires leucocytaires, essentiellement les neutrophiles, ou les neutrophiles demeurent le chef de profil concernant les interactions, ou plutôt concernant les inflammations à cause d'une infection bactérienne. Ces cellules sont synthétisées dans la moelle osseuse et gagnent finalement la circulation sanguine. Ces cellules circulent avec le sang dans la même vitesse, bien sûr, mais en cas d'une infection ou bien d'une inflammation, les molécules chimiques attractantes proviennent de sites agressés, vont influencer sur l'endothélium vasculaire et en même temps sur la vitesse d'écoulement de la cellule, ce qui entraîne un mouvement de roulement pour minimiser la vitesse d'écoulement de la cellule, qui conduit finalement à l'arrêt de cette cellule et de son étalement sur l'endothélium vasculaire. Via la formation d'un pseudopode et un changement de la morphologie générale de la cellule quitte la circulation sanguine et passe dans le liquide interstitiel. Et par un mouvement anéchoïque, c'est grâce à la formation des pseudopodes, sur l'effet d'un réarrangement cytosquelettique, la cellule donc était guidée vers le site enflammé sous l'action d'un gradient de concentration des substances chimiques attractantes. Au niveau du site enflammé, cette cellule fait la phagocytose, donc l'agent pathogène va être phagocyté dans un phagosome qui réunit les vésicules lysosomales afin de dégrader complètement cet agent pathogène. Comme je dis auparavant, si cette cellule-là, c'est une cellule neutrophile, elle fait nettoyer ou drainer tout le site agressé et finalement, ces cellules meurent ou ces cellules vont mourir. Voilà, donc il faut nettoyer maintenant le site contre ce type de débris cellulaires sous forme de pus. La dernière étape donc de l'inflammation après le nettoyage de sites lésés ou de sites agressés ou de foyers inflammatoires, c'est l'étape de restauration tissulaire ou de réparation de tissus. C'est l'étape donc ou la phase de résolution, au cours duquel on observe que nos organismes donc essayent de faire renouveler les constituants perdus. Donc s'il y a une perte des cellules, donc ces cellules manquantes doivent être remplacées par de nouvelles cellules. La même chose concernant les constituants protéiques. Donc j'ai donné un exemple dans cette structure tissulaire où cette structure a perdu déjà quelques cellules donc épithéliales ou endothéliales. Donc dans ce cas, on a besoin d'une source donc de ces différentes cellules. La source généralement, ce sont des cellules kératinocytes. Ces cellules ont un grand pouvoir de se différencier en n'importe quelle cellule, surtout en une cellule endothéliale ou bien une cellule épithéliale. Mais cela a besoin, bien sûr, de la présence d'un nombre de facteurs de croissance. Quelle est la source ou quelle est l'origine des facteurs de croissance responsables donc de la différenciation des kératinocytes en des cellules épithéliales ou bien des cellules endothéliales? La source, c'est d'autres types cellulaires s'appellent les fibroblastes. Donc les fibroblastes sont l'origine ou sont les cellules qui vont sécréter les facteurs de croissance. Ces derniers vont agir sur la cellule kératinocyte plutôt, ce qui conduit à l'engagement de cette cellule dans une voie de différenciation pour nous donner finalement une cellule épithéliale ou bien une cellule
endothéliale. Les fibroblastes sont également les cellules responsables de la sécrétion de la plupart des protéines qui forment la matrice extracellulaire. C'est pour remoduler, si vous voulez, la matrice extracellulaire ou les protéines matricielles. C'est-à-dire, s'il y a par exemple des protéines de la matrice extracellulaire qui subissent déjà une dégradation et deviennent des protéines non fonctionnelles, donc ces protéines doivent être remplacées également par des autres, comme par exemple le collagène, l'histamine ou plutôt l'élastine, donc les protéines de l'améline, ainsi de suite. Ces protéines vont être remplacées par d'autres, donc qui sont déjà sécrétées au niveau de la cellule fibroblastique ou par la cellule fibroblastique, ce qui conduit donc à une cicatrisation plus ou moins complète. Donc, dans la plupart des cas, on n'observe jamais une cicatrisation donc totale ou complète 100%. Donc, cela laisse toujours des cicatrices. Si ça dépend de tissus, si ça dépend de l'agent qui provoque donc l'agression. Donc, généralement, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe au cours de la phase de résolution? C'est-à-dire que la résolution ne se déroule pas complètement à certains moments. Donc, la réaction inflammatoire se développe d'une réaction aiguë à une réaction inflammatoire chronique. Et dans ce cas, on a besoin d'intervention dans des moyens de défense efficaces, des moyens de défense donc spécifiques qui sont généralement donc les cellules lymphocytaires et l'intervention également des anticorps. C'est pour ça donc la réaction inflammatoire aiguë ne donne comme des produits finaux des cellules représentatrices d'antigènes. Ces cellules donc vont migrer vers les sites où il y a les lymphocytes T, les lymphocytes B. Bien sûr, c'est au niveau des organes lymphoïdes périphériques, tertiaires et secondaires, afin d'induire toute une réponse immunitaire adaptative donc au sein de ce type de tissus. Donc ça, c'est concernant l'inflammation et les médiateurs utilisés, soit les médiateurs cellulaires ou bien les médiateurs moléculaires. Donc finalement, si vous avez des questions, les posez donc dans les commentaires ou bien les laisser donc au niveau de la page Facebook. Salam alaikum.